Allez Coralie, vous avez la parole, c'est à vous. Vous arrivez à dormir la nuit, Monsieur Talon? Hier soir, très bien. Vous qui êtes quand même anti-impôt, la nouvelle loi de finances 2025 du gouvernement Barnier, est-ce qu'elle ne vous crée pas des sueurs froides quand même? Alors, je ne suis pas anti-impôt. Je ne suis absolument pas anti-impôt. Au contraire, moi, je pense que les impôts, il faut qu'ils servent. Et par contre, il faut savoir sur quelle assiette on se base. Vous êtes venu régulièrement quand même sur le plateau nous vanter la politique fiscale d'Emmanuel Macron qui baissait les impôts. Là, je confirme. On est dans la inverse. Et je confirme qu'il a bien fait de le faire. Là, c'est l'inverse. C'est ce qui a permis à l'économie et aux entreprises d'aller mieux sur le territoire, de se développer. Par contre, aujourd'hui, on a une dette à rembourser. Par contre, maintenant, il faut discuter des façons de rembourser la dette et de continuer aussi à aider le monde économique et à aider aussi les Français. Donc ça, c'est les choix qui seront faits dans la loi de finances. Aujourd'hui, il y a, on l'a vu, beaucoup de choix qui sont sur la table et on verra ceux qui sont retenus. Mais honnêtement, je ne suis pas anti-impôt. Ceux qui disent qu'ils sont anti-impôt et qui veulent toujours baisser les impôts mentent aux Français parce qu'il faut bien investir pour les collectivités publiques, dans le domaine public, mais aussi dans le domaine privé. Donc on a besoin d'impôts en France, oui. Là, sur les 60 milliards d'euros d'économie que le gouvernement doit trouver en 2025, il y a un peu plus de 20 milliards d'euros de fiscalité. C'est pas énorme, 20 milliards d'euros? Encore une fois, 20 milliards d'euros de fiscalité, ça dépendra d'où viennent les 20 milliards. C'est tout le choix qui sera fait et porté. Moi, j'attends du débat parlementaire que ces 20 milliards, si c'est 20 milliards, ça sera peut-être moins, ça sera peut-être plus. Non, mais ça sera peut-être plus. Et bien à ce moment-là, c'est la répartition qui fera que, oui, ça sera une bonne chose ou une mauvaise. Moi, je pense qu'il faut aller, et les ouvertures qui étaient faites et les propositions, notamment sur le choix d'imposer un peu plus les grosses entreprises qui font plus de milliards, effectivement, c'est une bonne proposition. Alors ça permettrait de rapporter, c'est bien que vous en parlez, 8 milliards d'euros. Parce que déjà, c'est pas 8 milliards, c'est déjà pas une paille. C'est pas une paille, 8 milliards. Donc, je pense que l'annonce, et en tout cas le travail qui est fait, est plutôt bon. Je pense que l'accueil même fait par les grands patrons de ces entreprises-là est plutôt correct. Il y en a qui ne sont pas d'accord, évidemment. Est-ce que vous y croyez? Parce que Michel Barnier, qui est le Premier ministre, qui aujourd'hui vient de la droite républicaine, parle de justice fiscale. Vous êtes un ancien socialiste. Quand on vous dit plus de 20 milliards d'euros d'impôts, oui, ce seront les plus riches qui vont payer. Vous y croyez vraiment à cette justice fiscale? Vous pensez qu'on peut trouver plus de 20 milliards d'euros comme ça en ne tapant que dans la poche des plus riches? Mais si j'écoute à ma gauche on peut prendre bien plus que 20 milliards, donc on pourrait aller chercher. Pour l'instant, ça fait pas 20 milliards quand on regarde. On peut aller chercher bien plus que ça. De cette taxe. Moi, ce que je ne veux pas. Il y en a une autre, elle permettrait de rapporter. Laissez-moi répondre, Coralie. Non, mais je vous précise quand même la pensée. Mais laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Vous avez tout le temps de répondre. Je vous dis juste que c'est encore une fois, il y a les 8 milliards prévisionnels, et puis c'est savoir où on va les chercher. Ce qu'il ne faut pas, c'est attaquer la compétitivité de nos entreprises. On a réussi depuis 2017, Emmanuel Macron l'a réussi, et particulièrement dans le premier mandat, je le précise, moins dans le deuxième. Mais par contre, on a réussi à relancer la compétitivité des entreprises avec les efforts qui ont été faits, avec notamment l'impôt sur les sociétés qui a été largement baissé, je vous le rappelle, et ça a été important pour l'ensemble des sociétés. Aujourd'hui, il faut faire un effort pour rembourser la dette, une dette qui n'est pas juste du laisser-aller. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu 2-3 crises qui sont passées. Certains feignent de les oublier, de dire « Ah mais non, tout allait bien, on a juste dépensé. » Non, on n'a pas dépensé pour rien, on a dépensé pour sauver le pays. Et donc moi j'estime qu'aujourd'hui, une fois qu'on a dépensé pour sauver le pays, et que le pays va plutôt pas trop mal, eh bien, aujourd'hui, il faut aussi rembourser la dette parce qu'on sait très bien qu'une dette, ça se rembourse. Il y a la question quand même que Coralie va vous poser. On va vous donner la parole, Sabine et Eric. Mais Coralie, on en a parlé cet après-midi, c'est la question de la taxe d'habitation. On est quand même tous surpris de découvrir qu'il y a quand même un peu de reniement à ce qu'a mis en place Emmanuel Macron. Alors ça, avec le gouvernement Barnier. C'est la proposition qui est un reniement. Je suis absolument contre le retour de la taxe d'habitation. Absolument contre. J'espère qu'elle ne reviendra pas, la taxe d'habitation. C'était 19 milliards d'euros. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Dire que les 19 milliards qui seront reperçus par les collectivités, alors certes, les collectivités disent qu'elles vont pouvoir recréer du dynamisme fiscal, pas du dynamisme dans la collectivité, du dynamisme fiscal, c'est-à-dire qu'elles vont aller chercher sur ceux qui payent l'impôt et on va rajouter la taxe. Alors certes, les 19 milliards, l'État ne les compensera plus, donc il pourra les affecter peut-être à une baisse de la dette ou les réaffecter sur des secteurs pour dépenser. Mais honnêtement, aujourd'hui, les Français étaient ravis de la disparition de la taxe d'habitation. Surtout qu'entre-temps, on a augmenté la taxe foncière. On leur avait promis depuis 30 ans, on leur avait promis la taxe d'habitation. C'était dans les programmes de plein de gens très très célèbres. Et Emmanuel Macron l'a fait. Il s'est engagé, il l'a fait. On a rendu du pouvoir d'achat aux Français via cette taxe d'habitation, via une grande partie des Français. Mais quel regard
Parce qu'en fait, ces questions, c'est dans ce sens. Quel regard vous portez sur le gouvernement Barnier ? C'est pas véritablement un gouvernement de cohabitation. Alors, il est les Républicains, mais il y a aussi des ministres issus du mouvement d'Emmanuel Macron. Quel regard vous portez sur le gouvernement ? Vous dites, pour l'instant, ce que fait Michel Barnier, c'est très bien, ou non, il y a quand même des choses qui ne me satisfont pas. Écoutez, aujourd'hui, si quelqu'un est capable de juger l'action de Michel Barnier, franchement, il est très fort. Non, mais il ne fait pas semblant quand même. Il a lancé des pistes. Mais je ne fais pas semblant. Quand même. Je vous dis, est-ce que vous êtes capable de juger l'action de Michel Barnier aujourd'hui ? Sa première action, c'est le projet de loi de finances qui va être porté et discuté à l'Assemblée nationale. Alors, il y a un travail qui a été fait en amont, des propositions qui ont été faites. Je vous rappelle que la commission, quand même, à l'Assemblée nationale, a travaillé. Tout a été rejeté en commission, donc on repart sur le plan de départ de la proposition de loi de finances. Maintenant, on va voir ce que ça va donner dans les débats parlementaires. Pour revenir sur la question sur le gouvernement, oui, effectivement, il y a certainement des positions sur lesquelles, membre du Parti Renaissance, je ne serais pas d'accord, et j'hésiterai pas à le dire. Par contre, ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire pas être solidaire. Parce que la solidarité, ça fait partie aussi d'un bloc. Même solidaire avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est quand même sur les plateformes du Rassemblement national. Est-ce que c'est votre tasse de thé ? La solidarité, elle s'arrêtera à un certain niveau de valeur. Donc moi, j'ai des valeurs et il y en a certaines que je ne renierai pas. Par contre, si écouter le vote des gens qui votent Rassemblement national, c'est se renier, moi je trouve que non, absolument pas. Par contre, je pense qu'il y a certaines décisions peut-être qui seront bonnes, et d'autres qui le seront moins. Je n'hésiterai pas à me prononcer dessus. Coralie, dans quelques instants, je vous redonne la parole. On va parler du parti présidentiel et puis on parlera bien évidemment des municipales de 2026. Mais Sabine, votre question à notre invité, Jérôme Talon. Je vais essayer d'être rapide. Quelques chiffres. 200 députés Nouveau Front Populaire, 86 Renaissance, 108 droite LR Modem, 125 RN. Et au gouvernement, est-ce qu'il y a... ah ben non, personne de gauche, alors que quand même c'est les députés de gauche qui sont le plus. 15 ministres Renaissance, 9 LR droite, alors ils s'appellent ex-LR, enfin ils ont plein de noms, 2 Modem, 3 Horizon, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et dernier chiffre, un Premier ministre LR et 23, j'ai compté que les derniers, 49-3. Moi je voudrais savoir quelle est votre définition de la démocratie depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Jérôme Talon. Ma définition de la démocratie, c'est de respecter les urnes. Et on respecte les urnes quand il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Cette majorité, oui, c'est normal qu'il y ait un Premier ministre qui vienne de cette majorité. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. D'accord. Il y a eu des propositions qui ont été faites. D'accord. Je vous rappelle que si Bernard Cazeneuve n'est pas Premier ministre, c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron, c'est la faute de la gauche. C'est la faute de la gauche qui ne l'a pas accepté. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'obligation à prendre le Premier ministre dans la pseudo-minorité, parce que c'est une minorité en fait dans l'Assemblée. Dont vous parlez. Donc le respect de la démocratie, c'est de respecter dans chaque circonscription l'élection de chaque député. Ça, c'est un vrai respect de la démocratie. Ok, avant la dissolution, il me semble que Renaissance n'était pas non plus en majorité, elle est en majorité relative. Vous avez eu un gouvernement, il a nommé un gouvernement avec Madame Borne. Pourquoi, alors qu'il y a eu 200 députés Nouveau Front Populaire, vous n'avez pas nommé notre président n'a pas. Oui, pardon. Merci de ne pas me donner cette responsabilité. Non, mais comme vous faites partie de ce parti, je me dis, vous faites partie des instances. Je pense que vous faites partie de ceux qui réfléchissent. Pourquoi la proposition de Madame Castet n'a pas été reconnue ? C'était une femme de gauche. Avec de grandes qualités et qui aurait pu renouveler et rassembler sur un peu plus. Même, elle était même prête à écouter les autres propositions. Allez, on va écouter Jérôme Talon. Encore une fois, c'est la prérogative du président de la République. C'est sa prérogative jusqu'à preuve du contraire. La 5e Constitution donne cette prérogative au président de la République. Il a fait un choix. Il peut être discutable. Vous l'avez largement discuté. Il a fait un choix et aujourd'hui, il a respecté la démocratie. Moi, je dis juste que si Bernard Cazeneuve n'est pas Premier ministre, c'est la faute de Allez, Éric Bouchité, votre question à Jérôme Talon. Alors, ma question, d'abord, pour la question introductive était très pertinente. Je sais que la fiscalité, ça allait vous plaire. Alors, on ne peut pas dire que j'aime pas l'impôt, je me suis senti visé, j'y consacre 40 ans de ma vie entre l'impôt et les finances publiques, donc Jérôme, on ne va pas se fâcher aujourd'hui. En fait, Michel Barnier, il n'est pas condamné à réussir. C'est déjà héroïque qu'il ait dit oui. Il a eu 3 semaines pour préparer un budget qui n'est pas prêt. Il y a un panier percé
qui fait que moi j'aimerais que ceux qui font la leçon aujourd'hui, et il a très bien mouché Attal, au moins aient la décence de se taire. On taxe sans savoir la cause du déficit. On parle de la taxe d'habitation, c'est très bien, il y a la contribution à l'audiovisuel public aussi qui est faite, mais aujourd'hui le débat insidieusement s'introduit de créer une contribution territoriale universelle qui est un facsimilé de la taxe d'habitation supprimée. Faites ce que je dis, mais ne pensez pas comme je fais. Là je mets dans la tête difficile à notre président. Voilà, ça c'est pour la fiscalité, et je me projette à, quand on était fac, ça remonte à très loin, res fiscit est ubincumque natat, toute chose appartient au fisc en quelque endroit qu'elle flotte. Donc le fisc il peut toujours capter, y compris nos plans d'assurance vie populaires. Alors, ça c'est pour l'impôt, mais on pourrait dire beaucoup sur la loi de finances. Moi je souhaite le plein succès, vraiment sincèrement, à Michel Barnier, parce qu'on l'a laissé dans une panade indécente. Votre question, oui, Jérôme Talon, si vous en avez une, Éric. Éric, il aime beaucoup parler. Quand on discute ensemble, il aime beaucoup parler. Mais c'est pour ça que je suis très heureux qu'il soit avec nous cette année encore, parce que... Merci, voilà. Abdel, vraiment merci, c'est réciproque. Mes réflexions sont très intelligentes. Ce que je dirais, moi, aussi. Le soir des élections législatives, on était là ensemble, ça déroulait vite. Moi, suis bien désolé. Moi, ce que je regrette... Pourtant, Dieu sait si je suis bienveillant avec la démocratie et que j'ai l'oreille attentive. Quand j'ai vu qu'on remettait le cordon sanitaire, qu'on ressortait du champ républicain et qu'on paxait avec ceux qui aujourd'hui, le LFI et le Front populaire, deviennent ces amoureux qu'on congédie aujourd'hui, avec qui on a une concupiscence un petit peu regrettable. Moi, je pense, et pourtant Dieu sait que je rien du tout. Au niveau stratégique et au niveau démocratique, laissons Jérôme être là, le Rassemblement national. Ils avaient les soucis à régler. Eux avaient les soucis à régler. La centaine de voix qu'ils ont perdues de députés, ils auraient eu à régler une situation intenable qui les sortait du pouvoir pendant 20 ans. C'est-à-dire que vous vouliez qu'Emmanuel Macron nomme un gouvernement RN ? Non, que Attal ne donne pas pour consigne de faire un champ républicain et un cordon sanitaire. Un front républicain, d'accord. Aujourd'hui, le RN serait, lui, dans la responsabilité. Deuxième chose, vous m'aviez demandé qu'est-ce que c'est qu'un gardois le soir des élections. Éric, comment vous définissez un gardois ? Vous avez été candidat au municipal d'Alès. Je suis gardois, né à Nîmes, gardois, ma famille est gardoise. Mon père est gardois, ma mère est gardois, mes grands-parents paternels, maternels, et si on remonte, on est lozérien au-dessus de la Grande Combe. Le gardois, et je vais arriver à la question, quand même, oui. Le gardois, il est rébroussier, on a 30 minutes. Il est contestataire, mais il est loyal. Et il n'a pas la mémoire courte, et vous interrogez pourquoi 6 députés RN. Et je pense que c'est là ma question. Après l'erreur démocratique, c'est une erreur stratégique. Il n'aura pas la mémoire courte, et je pense que ce one-shot, ce fusil à un coup, emmènera Jérôme, le RN, aux commandes du pays. Jérôme Talon, donc est-ce que vous partagez cette analyse ? Et on va s'arrêter sur la fin de cette analyse, parce que Coralie a encore 3 questions. Le risque RN, il existe depuis longtemps. Moi, je pense qu'on fait les erreurs, et Emmanuel Macron n'en est pas à être dispensé, évidemment, de ces erreurs-là. L'erreur que l'on fait, c'est systématiquement agiter le Front républicain. Là, je suis bien d'accord. Ça veut dire quoi, le Front républicain ? Refuser ce que nous disent les électeurs ? Refuser ce que nous disent les électeurs, on ne s'en rend pas compte que tous les gens qui votaient à l'Assemblée nationale, ce n'est pas des fachos. Il y en a au milieu. Ce n'est pas des racistes, il y en a au milieu. C'est des tas de gens qui ont voté à gauche, qui ont voté à droite, et qui en fait n'en peuvent plus qu'on leur donne des leçons en permanence sur ce qu'ils doivent faire, et sur le fait que le Rassemblement national serait un parti non fréquentable. Si le Rassemblement national est un parti non fréquentable et non républicain, il doit être interdit. Allez, il y a des lois en France, on doit l'interdire. Il ne l'est pas. Donc oui, il faut s'occuper des 11 millions d'électeurs qui ont voté pour l'Assemblée nationale. Allez, il nous reste 3 minutes. Une question rapide, du coup, qui va rejoindre Éric et Sabine, parce qu'elle aurait pu la poser. Vous êtes quand même, vous, un fervent opposant à l'extrême droite. On est d'accord, on vous a reçu plusieurs fois sur notre plateau, et c'est ce que vous nous avez dit. Mais aujourd'hui, le RN a quand même le droit de vie ou de mort sur ce gouvernement. Comment vous le vivez ?
Parce qu'il y a quand même eu une alliance, même si elle n'est pas. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas d'alliance. Si aujourd'hui le gouvernement. De circonstances au moins. De circonstances au moins. Mais bien sûr. Il n'y a pas d'alliance parce que de toute façon, vous allez voir que si une motion de censure passe, ça veut dire que la gauche et le RN votent ensemble. Et là, vous direz qu'il y a alliance entre le RN et la gauche ? Non, je vous dis juste qu'aujourd'hui, le RN s'abstient pour laisser passer la politique du gouvernement. Donc, c'est une forme d'alliance. Est-ce qu'on dira qu'il y a une alliance ? Est-ce qu'il y a une alliance entre la gauche et le RN lorsqu'ils vont voter la motion de censure ? C'est la seule façon de faire tomber le gouvernement, c'est que ces deux blocs votent la motion de censure. Pour on leur dira quoi à ce moment-là ? Donc non, il y a un Parlement qui est difficilement à appréhender de façon très difficile parce qu'effectivement, il y a 3 blocs. Et que ces 3 blocs, à l'arrivée, il faut essayer de trouver des coalitions de circonstances, je dis bien de circonstances, mais par contre sur des sujets particulier. Allez, Coralie, on parle des municipales si vous voulez bien. Allez, il nous reste 2 minutes. On y va. Coralie, sur les municipales, vous aviez quelques questions sur la stratégie de renaissance dans le département. Est-ce que du coup, vous allez faire ce que vous faites actuellement au gouvernement ? Est-ce que vous allez vous allier avec la droite au municipal ? On pense à la ville d'Alès, à la ville de Nîmes, de Bagnols. Alès, c'est bien avancé. Ah bon ? Vous avez des informations que j'ai pas forcément. La stratégie, d'abord, c'est pas moi qui vais la déterminer dans le département. Non, mais on demande ce que vous en pensez. Mais je vais vous dire ce que j'en pense. Je vous dis juste que c'est pas moi qui, c'est-à-dire ma parole. Là, je porte pas la stratégie de renaissance dans le département. C'est Valérie Rovan qui la porte. Et nationalement, on va attendre que nos instances, on va renouveler nos instances très bientôt avec le ou la nouvelle patronne de Renaissance. Vous êtes pour Gabriel Attal, hein ? Oui, ça, très clairement. Depuis très très longtemps, je soutiens Gabriel Attal. Bien avant, quand nous étions au Parti Socialiste, tous les deux. Donc oui, effectivement, on va voir la stratégie qui sera à faire. Moi, je pense que ce qui m'a plu, et j'espère que ça continuera comme ça chez Renaissance, comme c'était chez En Marche, Emmanuel Macron, c'était le en même temps qu'on a critiqué et qui est critiquable à bien des égards. Mais par contre, moi, je me sens sans problème. D'accord. Je peux travailler. Donc des alliances de circonstances selon les territoires. Mais c'est pas de circonstances, c'est s'entendre sur un projet. Et s'il y a des gens de droite et de gauche qui s'entendent sur un projet, c'est très bien qu'ils travaillent ensemble. Et s'il y a des gens un peu plus à gauche et un peu plus à droite dans la liste, alors moi, je vous le dis très clairement, ni LFI ni RN. Voilà. Une fois que j'ai pris cet arc-là, je peux travailler avec n'importe qui. Et à Nîmes ? Ça, je pense que Valérie Rovan a toute légitimité. Elle a toute légitimité pour être candidate sur la ville de Nîmes. Voilà. Donc moi, j'espère qu'elle le sera. Et après, on va avancer. On a 18 mois des élections, théoriquement. Je dis bien théoriquement. Alors 18 mois on vote, je le répète. Oui, non, mais c'est ça. Donc c'est pour ça que je vous dis juste que décider avant. Bien sûr, il va y avoir des discussions. Non, la question, c'est Valérie Rovan qui les portera sur la ville de Nîmes. Vous le comprenez bien. De manière, non, mais peut-être parce que vous avez quand même de l'expérience et que vous savez un petit peu la stratégie politique, en particulier sur des municipales. Et pour répondre finalement à ce que vous étiez en train de dire il y a quelques instants sur effectivement ni LFI ni RN, mais en réalité LFI et RN pourraient terminer très fort à Nîmes en 2026. Bien sûr, mais est-ce que vous pensez que c'est pas irresponsable de la part de Valérie Rovan de mener une liste qui viendrait en plus d'une liste déjà de la droite et probablement peut-être d'une autre liste du centre et pourquoi ça droit. Serait Valérie Rovan qui serait illégitime pour porter une telle liste. On peut poser la question aussi peut-être à Julien Plantier et Franck Proust. C'est vous notre invité ce soir. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si Franck Proust et Julien Plantier prenaient le risque de partir chacun d'un côté et que Valérie Rovan ait une liste, c'est peut-être eux qui feraient que c'est dangereux que LFI et le RN arrivent au pouvoir. Je ne vois pas en quoi Valérie Rovan, c'est une femme. On m'a reproché tout à l'heure de ne pas avoir choisi une femme comme Premier ministre. Valérie est une femme et donc évidemment ça serait très bien. Je pense pas que c'était une femme le maire sexe, de Nîmes, ça serait parfait. C'était plutôt l'appartenance politique. Et Coralie avait une toute dernière question sur la commission des conflits, peut-être ? Oui, sur vous, Monsieur Talon. Parce que chez Renaissance, vous êtes vice-président à la commission des conflits. Oui. C'est-à-dire qu'en cas de conflit interne entre 2 candidats potentiels à une élection pour de prochaines échéances, vous serez aux premières loges et vous aurez donc un pouvoir décisionnel. C'est très stratégique tout ça. Je confirme que c'est stratégique. Par contre, il y a une règle qui est établie, c'est que je n'interviendrai pas sur des cas du département du Gard, puisque je suis gardois. Donc, c'est pas moi qui porterai et rapporterai les dossiers. Merci beaucoup, Jérôme Talon, d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous garde avec...